Bonjour et bienvenue à l'émission La réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui j'ai une invitée, Émilie Bonneville, qui est éducatrice en EED. Nous allons parler des différents portraits familiaux. Alors avant qu'on parle du sujet, Émilie, si tu veux parler un peu de ce que tu fais en service et en milieu scolaire. Alors, mon nom c'est Émilie Bonneville. Je suis éducatrice EED dans une classe distincte. Alors, ça veut dire qu'on a moins d'élèves puis ils ont tous des cas spéciaux. C'est une classe TSA qu'on appelle. Alors, ils sont tous sur le spectrum de l'autisme. Et pendant longtemps avant ça, j'étais éducatrice de la petite enfance. Alors, je travaillais pour la garderie souvent avant et puis après l'école et aussi à l'ancien programme éducationnel. Alors, beaucoup d'expérience dans les services, dans les écoles et comme vous savez, les portraits familiaux changent. La réalité des familles change beaucoup et c'est pour ça que je voulais inviter Émilie aujourd'hui parce que j'ai également 20 ans d'expérience en milieu scolaire et on peut vraiment parler de c'est quoi les réalités des portraits familiaux et les changements qu'on doit faire dans notre vocabulaire, dans nos définitions et comment sensibiliser les enfants et les parents. Alors, on va prendre une petite pause et on revient avec Émilie pour parler de toutes ces réalités de portraits familiaux. On se revoit bientôt. Et rebonjour. Avant la pause, on a parlé un peu des changements dans les structures familiales. Et notre invitée, Émilie Bonneville, va se joindre à la conversation aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne savent pas trop encore de quoi on parle lorsqu'on dit de différentes structures familiales, la réalité qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on peut avoir des familles monoparentales, beauparentales, des familles d'accueil, des familles d'adoption. On a des familles recomposées. Et puis, on a également les familles où c'est les frères et les sœurs qui vont élever leurs petits frères et sœurs, les grands-parents. Donc, il y a énormément de différents portraits. Ce n'est plus le portrait familial de maman, papa, 2 enfants, petit chat, petit chien. On a vraiment changé le moule. Et puis, c'est important de faire les changements dans ces familles-là pour bien répondre à leurs besoins. Donc, moi, j'ai près de 20 ans d'expérience en milieu scolaire et Émilie en a plusieurs aussi. Alors, je voulais amener un peu une perspective plus récente de c'est quoi la réalité des familles dans les écoles, dans les milieux scolaires surtout, mais partout en communauté, ça peut être également dans les sports et tout ça, des changements qu'on doit faire. Alors, Émilie, parle-moi un peu de ce que tu as vu dans l'évolution des familles depuis que tu as commencé. Quand j'ai commencé, la plus grosse différence familiale qu'on peut dire qu'on avait, c'était qu'on commençait à avoir beaucoup de familles exogames. Alors, un parent d'une langue, un parent d'une autre langue. Puis là, plus qu'on vieillit, plus que la société, on a maintenant des parents soit monoparentales, les familles reconstituées, séparées. J'ai vu des endroits où des enfants adoptés, la grand-mère qui s'occupe des enfants pour une X, Y raison, même des familles homosexuelles. Ça vient ajouter à la dynamique de classe quand on peut avoir ces conversations-là ouvertes avec tous les gens dans la classe. Oui. Oui, c'est tout à fait, c'est vrai que lorsqu'on fait autant de discussions en classe, les enfants vont parler de leurs expériences à la maison et les autres enfants vont réaliser que ce n'est pas le même portrait qu'eux, ils ont. Alors, peux-tu me donner un peu un exemple des réactions des enfants? On va parler des enfants en premier. Lorsqu'ils voient qu'il y a des différences de famille, qu'est-ce qu'eux autres, ils voient vraiment? Une fois, c'était juste quelque chose de simple qu'un des enfants, sa mère avait un problème puis elle ne pouvait pas conduire. So, lui, dans sa vie, ta mère, elle ne conduit pas. Puis quand il a appris que la mère d'un autre était venue porter à l'école, c'était juste d'apprendre. Quoi? Comme, ta mère, elle conduit. Puis juste cette banalité-là. Nous, on est des adultes. Ah ouais, il y en a qui conduisent, il y en a qui ne conduisent pas. Mais c'était juste d'apprendre comme, ah oui, bien, dans certaines familles, c'est différent. Chez toi, maman ne conduit pas. Chez lui, maman conduit. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ce qui est important de mentionner aux familles, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas trop comment avoir ces discussions-là à la maison. C'est pas obligé d'être compliqué comme c'est seulement papa à la maison ou c'est grand-maman qui s'occupe de moi. C'est quelque chose d'aussi simple que maman ne conduit pas. Où il y a beaucoup pour les enfants, c'est différent et c'est la seule réaction qu'ils ont. Est-ce que toi, tu peux parler d'exemples plus, disons que c'est ça, on a 2 mamans à la maison, 2 papas à la maison ou 2 cultures complètement différentes? Oui, des fois, les jeunes sont curieux, mais
poser, expliquer. L'amour, c'est l'amour. C'est la base de tout. Alors, quand tu dis, ben lui, il y a 2 mamans, puis ils s'aiment, puis ils ont eu un enfant, puis des fois, où ils ont décidé les chercher, comme ils ont adopté cet enfant-là, c'est pour ça qu'ils se ressemblent pas. Parce que des fois, ils sont comme, ben pourquoi toi, t'es comme ça si tu ressembles pas à tes parents? Des fois, ça paraît un petit peu. Alors, c'est comme, ben oui, mais ça veut pas dire qu'ils l'aiment pas. Les parents, c'est la personne qui élève l'enfant. C'est pas le lien biologique qui vient en créant l'enfant, parce que si c'était ça, ben je sais pas, je pense. Oui. Les enfants ne voient pas vraiment ça. Eux autres, ils voient vraiment c'est qui s'occupe de moi, qui est le plus important. On va passer aux parents maintenant, aux adultes. La réaction des adultes envers la diversité des familles présentement. Qu'est-ce que les réalités que toi, tu vois ça, en milieu scolaire? C'est plus difficile parce qu'on a des fois juste un manque de connaissances ou on peut avoir l'enjeu religieux vient jouer ou l'enjeu de la façon que la personne a été élevée est définitivement plus grande. Mais souvent, quand leur enfant fait le premier pas, ils sont plus prêts à suivre. Si leur enfant est capable, ben pourquoi moi, je suis pas capable? Puis ils apprennent, puis ils veulent changer, puis tu vois qu'ils vont progresser. Mais des fois, ils te regardent, ils vont voir les professeurs ou les éducatrices, puis ils te regardent tout perdu, comme « je sais pas quoi faire ». C'est nous de les rassurer. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir ces conversations-là parmi l'équipe ou avec les parents. Et un point que j'aimerais ajouter à ça, c'est que comme parents, des fois, on a peur de donner de l'information à l'école ou au service de garde ou peu importe où l'enfant va être placé, parce qu'on ne veut pas que l'enfant soit jugé. Mais c'est important de donner des informations qui vont aider l'équipe, les autres adultes qui vont s'occuper de l'enfant pour préparer le groupe, à sensibiliser le groupe. Et aussi, ils entendent des commentaires des enfants parce que l'enfant est différent, de pouvoir corriger là, lorsque c'est possible pour voir que tous les enfants sont pareils, qui ont les mêmes besoins. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, pour les parents qui ne savent pas trop comment en parler à leurs enfants à la maison? S'ils entendent des commentaires qui disent « Oh, il y a quelque chose de différent à l'école », ça peut dépendre de l'âge de l'enfant. Si on parle d'un enfant plus vieux, il y a des chances que votre enfant peut vous éduquer parce que lui a commencé, ou elle a commencé à être éduquée à l'école et apprendre ensemble est toujours la meilleure façon. Quand on parle de plus jeunes enfants, moi, il y a toujours des livres. Il y a plusieurs livres. Votre bibliothèque est pleine de recherches. Allez parler à une bibliothécaire, demandez-lui quel livre va aider. Puis vous pouvez juste vous fier à ça, demander aux adultes, parler à ces parents-là. Tu sais, si on parle, OK, bien, mon enfant dit, est-ce que vous pouvez m'informer? Je sais pas trop c'est quoi, pouvez-vous m'aider? Puis il y a plus de chances de rester ouvert. Exactement, oui. Et puis, ce qu'on a parlé à la première émission aussi, c'est que l'important, c'est le bien-être de l'enfant. Quand toutes nos décisions sont prises pour vraiment s'assurer que l'enfant se sent bien, peu importe la structure familiale, ça ne dérange plus. Le portrait ne dérange plus, comme Émilie a dit justement. L'enfant, c'est juste différent, mais une fois qu'on lui a donné une explication, la vie continue. On a déjà eu des principes que l'enfant est différent, oui, mais on porte des vêtements différents aussi. On ne porte pas les mêmes pantalons. L'enfant, surtout les plus jeunes, vont dire « Ah, c'est vrai, OK ». Puis on continue. Donc, en tant qu'adulte, on a tendance à compliquer les choses. Et il y en a qui résistent beaucoup à la diversité aussi. Donc, lorsqu'on résiste, c'est certain que là, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais c'est correct de ne pas se sentir à l'aise dans les changements, mais comme tu dis, de s'informer et de poser des questions. Il ne faut pas en restant respectueux. Donc, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose. Vérifier, voir c'est quoi son propre préjudice. Pourquoi tu réagis comme ça à la situation? Puis peut-être de consulter quelqu'un, puis de consulter, parce que si tu as un préjudice envers quelque chose, ça vient de quelque part. C'est vrai ou faux, ton préjudice, il faut quand même que tu le vives, tu apprennes pourquoi et tu apprends à aller au-delà de ton préjudice. Oui, c'est ça. Et là, c'est certain qu'on pourrait avoir beaucoup plus à rajouter, mais on va prendre une petite pause et puis au retour, on va parler de les changements qu'on pourrait faire maintenant pour rendre la situation beaucoup plus facile et pour que tout le monde soit clair sur quel mot utiliser, quelles questions poser et que ça soit plus clair aussi pour les enfants lorsqu'on doit leur expliquer. Alors, on se revoit bientôt.
sommes de retour. Aujourd'hui, nous parlons des différentes structures familiales et avant la pause, on a parlé un peu des réalités qu'on voit, surtout en milieu scolaire ou en service de garde. Les portraits familiaux changent continuellement et c'est important de suivre ces changements-là pour mieux répondre aux besoins des familles et de rester ouvert sur la diversité que nous voyons maintenant. Donc, avec Émilie, je voulais tout simplement vous donner des petits trucs ou des suggestions de ce qu'on peut faire très simples qui vont nous, en tant qu'adultes, nous faciliter la tâche pour dire qu'est-ce qu'on dit pas. On ne veut pas frustrer quelqu'un, on ne veut pas insulter quelqu'un. Et les parents, comment on navigue à travers tout ça. Donc, comme suggestion, Émilie, dans les écoles, on va commencer avec les écoles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le vocabulaire un peu, pour aider Bien, souvent sur le formulaire d'inscription, je sais qu'il y a des écoles qui sont en train de faire le changement, alors c'est super bon, mais c'est de changer. On avait tendance à dire langue maternelle, parent, la mère, nom de la mère, ou tuteur, tutrice, nom du père, ou tuteur, tutrice, puis changer ça à juste parent. Parce que c'est pas tous les enfants qui vont avoir une mère ou une père. Alors, c'est facile. Puis aussi mettre langue primaire. Arrêtez d'assumer que la langue maternelle est la première langue parlée de l'enfant. On vit dans un monde où on encourage les hommes à être parental. Bien, ça se peut que l'enfant ait la langue de papa quand il arrive à l'école. Alors, c'est bon de savoir quelle est sa langue primaire et sa langue secondaire, ou de savoir sa langue maternelle et sa langue paternelle. Oui, ça, c'est un bon point. Puis, ça n'enlève pas la valeur aux parents, ça n'enlève pas la valeur à la mère ou au père. Nous sommes parents et c'est ça quand on parlait à l'autre émission, que la parentalité, c'est l'interaction entre l'adulte et l'enfant. Ce n'est plus tout simplement la mère et le père. Alors, on ne dévalorise pas le rôle de la mère ou du père. Par contre, ça nous facilite moins de vocabulaire, moins de mots à mettre sur nos formulaires. Un parent, c'est un parent. Et puis, ça l'aide beaucoup aussi. Alors, langue maternelle, langue paternelle, moi, je suis un exemple. Chez moi, je parle français, mon conjoint parle anglais. Les enfants ont appris l'anglais en premier. Alors, c'est certain que là, on a des petits changements qui ne changent pas aux valeurs familiales du tout, mais qui va favoriser la communication. Les enfants sont déjà conscients de ces changements-là. C'est vraiment, je pense, le travail, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est le travail des adultes, vraiment, parce que les enfants, eux autres, OK, où est ton adulte? As-tu parlé à un adulte? Alors, je ne sais pas si tu veux élaborer des exemples que tu as vus en classe où clairement, c'est l'enfant qui enseigne à l'adulte. Comment gérer ça? Il y en a plusieurs, hein? Oui. Oui. Je peux donner un exemple. En fait, c'est assez concret. La fête des mères qui va approcher, il y a des familles qui n'ont pas de maman. Et puis, c'est quelque chose, des fois, qui pouvait déranger certains enfants selon la situation familiale. Ça peut déranger l'enfant qui n'a pas de maman. Ou si l'enfant est habitué de ne pas avoir de maman dans le portrait, il va tout simplement dire, bon, ça va être grand-maman, ou ça va être ma tante, ou ça va être une copine, ou une grande sœur. Mais les autres enfants, des fois, ils ne vont peut-être pas comprendre pourquoi tu n'as pas de maman. Ça peut être un choc pour certains enfants. Ça peut leur donner des fois la peur que peut-être qu'un jour, ils auront plus leur maman. Donc, c'est de sensibiliser les enfants lorsqu'on a des fêtes comme ça, la fête des pères, la fête des mères, d'impliquer les parents. Que oui, on peut souligner les mamans, mais que si on a seulement des papas, c'est correct. En service de garde aussi, des fois, c'est papa qui vient déposer les enfants. Maman travaille tôt. Donc, là, si on faisait un petit déjeuner spécial pour la fête des mères, mais papa pouvait partir avec son petit déjeuner. Il y avait le droit. Alors, ça, c'était un exemple, nous, qu'on avait pour faciliter les choses. Qu'est-ce que tu recommanderais, encore une fois, aux parents? Parce qu'il y a beaucoup de parents à la maison aussi. Il y a des enfants qui arrivent qui ne savent vraiment pas comment expliquer. Surtout si on parle qu'il y a deux mamans, il y a deux papas, il n'y a pas de maman, c'est grand-papa, on est adopté. Est-ce que moi, je suis adoptée? L'enfant commence à se questionner. Qu'est-ce que pour simplifier, parce que comme parents, des fois, on pense trop, ou qu'est-ce que tu suggérais, des conversations que tu aurais déjà eues avec d'autres parents? C'est vraiment d'en tenir à l'amour, parce que l'amour, comme j'ai déjà dit, c'est l'effet unisseur. C'est ce qui fait une famille. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de famille. Alors,
d'en finir à l'amour, d'expliquer que des fois, comme moi j'ai déjà eu, quand on fait des bricolages en temps de Noël, où certains enfants en font 2 parce qu'ils ont 2 foyers comparé à l'enfant, puis des fois c'est « Ben, toi, t'es chanceux, maman, papa vit dans la maison, lui, papa, maman vit dans des maisons séparées, alors il va y avoir 2 sapins, alors 2 cadeaux, c'est pour ça que toi, t'en fais juste un, puis lui, il peut en faire 2. Je comprends que t'aimes beaucoup le bricolage. » Des fois, c'est expliqué comme pas, tu sais, pas tout... C'est pas parce que Julie porte des lunettes que tout le monde peut porter des lunettes dans la classe, c'est l'adaptation. Puis des fois, mais ça, c'est l'adaptation de sa famille. C'est comme ça que sa famille fonctionne. Ouais. Comme j'ai dit, les livres, j'ai déjà dit, mais c'est une ressource là, qui peut expliquer. Puis des fois, c'est mieux d'en parler avant. Si lire un petit livre, parce qu'il y en a un, je pense, avec des hérissons, des différents animaux qui ont différentes sortes d'amis, c'est très neutre, mais ça l'explique à l'enfant. OK, regarde, mais il y a de l'amour ici. Puis tout ça. Ouais. Oui, puis c'est des choses aussi qu'on peut demander, puis que les parents doivent se sentir à l'aise aussi de donner cette information-là sans penser que leurs enfants vont être jugés ou qu'ils vont être jugés. Mais ça peut être aussi les fêtes. Il y en a qui ne fêtent pas Noël, il y en a qui ne fêtent pas l'Halloween, il y en a qui ne fêtent pas... Donc, c'est important de poser ces questions-là si vous accueillez des enfants, soit en service de garde ou dans les milieux scolaires, ou si vous invitez des amis à la maison, des fois, c'est important. Il y a des restrictions alimentaires aussi, des allergies. Donc, on ne parle pas nécessairement de culture, d'orientation, peu importe. On parle vraiment de mode de vie, de style de vie et de choix qu'on doit respecter. On veut que nos choix soient respectés, alors il faut faire la même chose. Et des explications très simples avec les enfants, c'est tout ce qu'ils ont besoin. On n'a pas besoin d'aller dans les grosses théories de c'est quoi les cultures, puis on n'a pas besoin de se convertir. On fait tout simplement accepter par l'amour. Laisser parler dans un vocabulaire que les enfants comprennent, et laisser eux expliquer des mots, poser leurs questions, jamais traiter une question comme étant mauvaise ou dangereuse. Ouais. OK, ça, c'est une question c'est une bonne question, ça. Même si des fois, le sujet était comme « Oh, c'est une bonne question », des fois, on dirait ça comme ça au lieu, tu sais. C'est vrai, oui. C'est de montrer l'exemple. Et aussi, moi, un autre, puis on parlera de trucs après la pause, d'autres choses qu'on peut dire, mais aussi de dire, bien, comment vous en parlez à l'école? C'est quoi la conversation à l'école? Comme ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui est expliqué. Alors, on va faire une petite pause et on englobe tout ça au retour. Et nous voilà de retour. Nous avons parlé de la réalité d'avoir des structures familiales différentes et qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à faire les changements nécessaires, changer le vocabulaire, changer notre approche. C'est très, très important, surtout pour les enfants. Puis comme Émilie a parlé tout à l'heure, les enfants, c'est toujours au niveau de l'amour. S'ils se sentent bien, s'ils se sentent heureux, il n'y a pas de problème. Alors, il ne faut pas trop compliquer ça pour eux. Alors, on a parlé, il y a quelques mots qu'on peut changer qui ne dévalorisent pas le parent, la mère ou le père dans les rôles traditionnels, mais qui va simplifier nos interprétations et nos explications aux enfants et que les enfants sont déjà pas mal au courant. C'est aux adultes de se rattraper. Alors, Émilie, je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais comme englober sur le sujet. J'aime Oh, je perds mes mots. C'est correct. C'est ça, le terme adulte. Comme tu t'en es servi, personne ne se sent fusé. Alors, pourquoi qu'avec un élève, on peut dire va mentionner à ton adulte? Ta personne de confiance est probablement un adulte dans ta vie. Alors, mentionner à ton adulte, que ce soit ta soeur, ton père, ta grand-mère. Au moins, comme ça, on ne fait pas un préjugé. Parce que moi, des fois, comme même là, comme je suis quelqu'un de très ouverte, mais j'ai tendance à dire maman, papa. Ouais. Et dans le temps de Noël, j'ai dit ça à un élève. Puis l'élève, il m'a dit, moi, j'ai pas de maman. C'est vrai, il y a 2 papas. Ouais. Puis maintenant, je sais mieux. Puis je dis que je vais dire à ton papa puis ton papa. C'est ça, oui. Ou à ton adulte. C'est ce qui arrive, c'est vraiment de trouver ces mots-là. Et si on ressent, en tant qu'adulte, on ressent qu'on réagit à ça pour dire, ben non, on devrait garder les rôles traditionnels. Il ne faut pas oublier que pour certains enfants, le rôle traditionnel n'est pas le même. Donc, pensez un peu, pourquoi est-ce que ça m'a affecté? Pourquoi je réagis à ça? Et de voir si c'est peut-être le temps de mettre nos pensées à jour. Ça peut être des
un réflexe. Moi aussi, maman, papa, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on ne va pas se dater, mais c'était le vocabulaire qu'on utilisait auparavant. Et il n'y a rien de mal à le changer. On oublie des fois, mais ça l'arrive. C'est correct, les enfants vont nous corriger aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que ça ne nous affecte pas personnellement. Peu importe le portrait familial, l'important, c'est que l'enfant soit bien. Alors, demandez-vous pourquoi vous réagissez, quelles sont les pensées qu'il faut peut-être changer. Et de ne pas oublier que si c'était vous ou votre famille qui se faisait juger ou votre enfant qui se faisait juger parce qu'il n'y a pas le même portrait familial, comment est-ce que vous vous sentirez? Alors, c'est encore là le rôle de la parentalité lorsqu'on a le village, la communauté au complet qui est là pour le bien-être de l'enfant. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup les conversations. Alors, je sais qu'Émilie a plein d'anecdotes à nous conter et on pourrait passer à travers toutes sortes de portraits familiales, mais évidemment, on passerait des mois à en parler. Alors, je vous invite à faire, de prendre l'initiative, de commencer à voir comment est-ce qu'on va changer notre vocabulaire, surtout dans les écoles, dans les services de garde ou tout autre club, ou peu importe où ce que les enfants y sont. Même au travail, dans les milieux de travail, c'est important d'avoir ces changements-là et de poser des questions. Tu parlais justement dans des réunions d'équipe. Si tu veux donner des exemples. Je travaille dans une équipe multiculturelle. Je suis nouvelle dans mon équipe. On est 2 personnes nouvelles dans l'équipe. Puis, juste... moi, je suis quelqu'un, je sais qui je suis et je suis fière de le dire, alors je ne le cache pas. Et je me fais poser plusieurs questions à propos de ça, des fois. Puis même des fois, comme là, je me dis, OK, la petite de mon ami est devenue non-binaire. Je suis comme, OK, l'enfant de ton ami est devenu non-binaire. Oui. Oh! Puis ça veut dire quoi? OK, bien alors, on l'a expliqué, puis c'est pas, il n'y a rien. Tu sais, aussi la séparation entre le genre et l'orientation sexuelle est déjà à apprendre juste ça. Ouais. Des fois, c'est des grosses conversations, mais quand les gens sont ouverts, tu te sens confortable d'en parler et il y a des changements. Oui. Et aussi, ça, c'est bon, quand on parle d'orientation sexuelle ou le genre, de ne pas trop rendre ça compliqué. En tant qu'adulte, on se pose plein de questions, mais l'enfant ne va même pas y penser. Il y en a qui ne savent même pas encore c'est quoi la sexualité. Alors, il ne faut pas aller pousser on va leur donner des mots qu'ils ne comprennent pas encore. Donc, garder ça simple, dire tout simplement que c'est correct d'avoir des portraits différents. L'enfant est bien, l'enfant est heureux. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin. Alors, je vous invite à continuer ces conversations-là. N'ayez pas peur de demander des questions, restez respectueux comme vous voudriez vous faire respecter dans vos choix. C'est le bien-être de l'enfant qui compte. Alors, on peut garder cette conversation-là ouverte. Joignez-vous à ma page Facebook, j'allais dire à ma face Facebook, mais à ma page Facebook. On peut continuer ces conversations-là, évidemment, restant tout à fait respectueux. On veut le meilleur pour nos enfants et on peut le faire tous ensemble. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Moi, j'ai dû faire un choix. J'aurais pu faire une modification de ma maison et puis m'assurer que tout est fait pour chaise roulante, puis recevoir tous les services. Mais j'ai dû faire un choix. Est-ce que je deviens la personne qui fait les soins primaires et puis ce que tu appelles un personal support worker ou un aidant naturel toute ma vie? Ouais. Est-ce que je prends du temps pour moi pour aller travailler, pour que moi, je puisse continuer à avoir une vie saine et puis à m'occuper de mon fils? C'est ça. Moi, j'ai choisi que Stéphane soit en maison de longue durée pour que moi, je puisse m'occuper à fond de notre fils et de moi-même.